Et je suis très heureuse d'accueillir ce matin Hélène Carrère-Dancos. Bonjour, Madame secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Vous êtes la première fois à m'avoir d'ailleurs accédé à ce siège prestigieux. Vous êtes historienne, grande spécialiste de la Russie. On ne compte plus le nombre d'ouvrages que je vous avais consacrés à ce pays. Et précisément, Madame Carrère-Dancos, ce matin, nos regards sont tournés vers Moscou avec ce défilé, ces célébrations en grande pompe de la victoire en 1945 sur les nazis. Vladimir Poutine sur la place rouge tout à l'heure. Il ne peut pas revendiquer à proprement parler, évidemment, une victoire sur l'Ukraine aujourd'hui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il peut célébrer ? La victoire passée, celle de 1945, d'il y a 70 ans, et le patriotisme des Russes, et le fait qu'ils libèrent les peuples. Ils libèrent les Ukrainiens, il l'a dit. Et au fond, il renvoie exactement à cette mission libératrice de 1945. Est-ce qu'il voudra faire passer d'abord des messages en interne, si je puis dire, au peuple russe ou aux Occidentaux ? Écoutez, aux Occidentaux, le peuple russe, il faut tout de même dire les choses nettement. Les Russes sont des gens éduqués, intelligents, qui savent attraper des informations même quand il n'y en a pas. Pas dans le pays profond, mais enfin, je veux dire, dans les villes, les gens, depuis des années, ils ont toujours su, même quand l'information est bouclée, aller sur des sites impossibles, etc. Ils vont regarder ça avec beaucoup de scepticisme, car ils savent que leur pays n'arrive pas à se tirer d'affaire là-bas, et ils verront un déploiement de puissance. Vous savez, les Russes sont aussi sujets à l'ironie. Donc vous pensez qu'ils vont saisir le contraste entre ce déploiement de force, cette démonstration qu'on va voir tout à l'heure sur la place rouge, une armée impeccable et une armée qui est incapable de se débrouiller. Ils le savent, eux. Mais évidemment, ils le savent. Ils le savent. Écoutez, on leur a dit, on va se promener, on va en Ukraine remettre de l'ordre. C'est pas une guerre, c'est opération spéciale. Vous savez, c'est pas un terme, nous ne comprenons pas. L'opération spéciale, c'est ce qu'on a fait en Tchécoslovaquie en 1968. Ça a duré quelques heures. C'est ce qu'on avait annoncé en Afghanistan. Ça a été la fin de l'URSS, d'ailleurs. Et c'est le schéma, je dirais, de l'Afghanistan qui est en train de se reproduire d'une certaine façon. Et les Russes, ils savent ce qui s'est passé. Et ils voient très bien qu'on ne s'en tire pas, que 2 mois et demi après, tout ça piétine, Kiev appartient toujours aux Ukrainiens. Bon, on est toujours quelque part du côté du Donbass. On peut dire, on a pris Mariupol, etc. Simplement, ils sont silencieux, ils attendent la suite. La sagesse leur a appris qu'il vaut mieux ne pas bouger. Donc, ils ne sont pas dupes de l'efficacité de l'armée de Poutine, mais... Non, je dirais que dans les tréfonds du pays, des braves gens sans éducation, oui, mais l'ensemble de la société, elle est intelligente et elle voit très bien les choses. Mais est-ce qu'ils achètent la fable que leur sert Poutine d'un gouvernement ukrainien néo-nazi ? Alors, je vais vous dire, moi, je suis très frappée par cette histoire de nazis. D'abord, c'est stupide, parce que tout le monde a pris l'habitude. Il n'y a pas que Poutine qui traite ses ennemis de nazis. Nous, quand nous n'aimons pas les gens, nous les appelons des fascistes. C'est-à-dire que nous nous référons non pas au terme de la science politique qui définit un régime qui est inacceptable pour une raison ou pour une autre, mais à des systèmes du passé qui n'ont aucun rapport et à des situations qui n'ont aucun rapport. C'est complètement stupide, ça ne veut rien dire pour eux. Les nazis, c'est ceux qui sont venus en 1945, tous les gens de 1945 sont morts ou à peu près, bon, c'est terminé. Cet homme prétend adorer l'histoire et il utilise des termes totalement inappropriés. Ça aussi, c'est comique. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De les traiter de néo-nazis, ça a des résonances. Non, ça n'a pas de résonance du tout. Les Russes ont l'impression qu'on est en train de dénazifier l'Ukraine ou ils n'y croient pas? Non, ça pas du tout. Ils voient que les Ukrainiens ne se comportent pas comme le veut Poutine, ce qui est tout à fait autre chose. Et probablement, n'oubliez pas tout de même que dans toute famille russe, il y a des Ukrainiens. C'est-à-dire que pour un Russe, le cousin ukrainien, c'est pas un nazi. C'est tout simplement un Ukrainien. Ça, ils le comprennent. On a beaucoup dit, Hélène Carrère-Dancos, qu'aujourd'hui, il pourrait justement saisir l'occasion de rebaptiser l'opération en Ukraine en guerre en Ukraine, avec le souci ou la volonté de mobiliser au sens propre ou au sens figuré d'ailleurs les Russes. Ça, c'est possible. C'est vraisemblable ? C'est possible qu'ils disent que c'est une guerre, parce qu'en effet, c'est une guerre. Et c'est une guerre
qui a changé de caractère. Et ça, je crois qu'il faut le dire très nettement. Parce qu'en effet, il est parti dans une petite promenade militaire, croyait-il, et il est parti contre les Ukrainiens. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il ne fait pas la guerre aux Ukrainiens. Il fait la guerre sur un territoire qui est l'Ukraine, avec du matériel humain, de chair à canon, qui sont les Ukrainiens et la population ukrainienne. Mais la réalité, c'est que la guerre, elle est aujourd'hui entre lui et les États-Unis. Et ça, c'est fondamental. Enfin, elle a complètement changé de nature. Nous sommes dans un autre schéma qui est extrêmement grave. Mais j'évoquais l'Afghanistan. Quand Léonid Brejnev a envoyé ses troupes en Afghanistan pour faire une promenade militaire, une fois encore de type Tchécoslovaquie, il s'est trouvé devant des Afghans qui étaient Afghans, qui ne voulaient pas céder, comme les Ukrainiens. Entre parenthèses, tout le drame de Poutine, c'est que on ne sait pas pourquoi il méprise les Ukrainiens et il n'a pas compris que c'est une nation, que ce ne sont pas des individus indifférenciés, qui ne sont pas des Russes, ils sont des Ukrainiens. Et ça lui a... Bon, pour un homme, une fois encore, qui théoriquement aime l'histoire, c'est très curieux qu'il ne se soit pas aperçu de ça. Mais cela dit, aujourd'hui, la guerre, c'est une vraie guerre. C'est une guerre avec le matériel. Il n'y a pas de soldats américains, mais avec le matériel américain, le renseignement américain. La tragédie de l'histoire, c'est qu'au fond, c'est l'Ukraine qui est dévastée et les Ukrainiens qui meurent. Et je dirais que c'est pour ça qu'il faut souhaiter qu'on finisse par en sortir. Mais si on était un peu caricaturaux, vous ne le serez pas, mais je le serai, vous allez rectifier, mais on pourrait dire que et les États-Unis et les Russes instrumentalisent l'Ukraine pour restaurer cette confrontation frontale. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, ça n'est pas, je dirais que ce n'est pas Poutine qui a choisi de s'attaquer aux États-Unis. Cette fois-ci-là, il a pensé se débrouiller sur place pour étendre la puissance. Et la puissance, c'est en effet face aux États-Unis, face à l'OTAN, etc. Mais il n'a pas imaginé que ça tournerait comme ça. Une fois encore, je ne comprends pas. Enfin, personne ne comprend pourquoi il est allé là-dedans. Il n'avait aucune raison d'aller en Ukraine. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait la Crimée. Il savait que l'OTAN, c'était une bonne conversation, mais que l'OTAN ne prendrait pas l'Ukraine. Il avait le Donbass, c'était un conflit gelé. Bref, tout était dans ses mains. Il a cru pouvoir faire un geste spectaculaire. Et le résultat, c'est qu'il est entré dans une confrontation avec les États-Unis, où, contrairement à ce qu'il croyait, il est ridicule. Enfin, sa puissance armée qui va défiler, elle est grotesque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des conscrits. Mais les conscrits, vous savez ce que c'est que les conscrits n'ont aucune envie de se battre. Et les cercueils vont revenir en Russie. On revoit exactement le schéma de la tragédie afghane. Et la tragédie afghane, ça s'est terminé par l'effondrement de l'URSS. Donc vous nous dites, les Russes, ils voient aussi leurs morts. Ils entendent parler de leurs blessés. Est-ce qu'on a connaissance de désertion de l'armée russe, ou on n'en est pas encore à cette... on ne le sait pas. Il peut y en avoir, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Alors, la question, c'est de savoir... On reviendra sur les États-Unis, parce que c'est évidemment maintenant la dimension... c'est la vraie dimension. Passionnante. Mais d'abord, sur le terrain... Est-ce que, par exemple, les Russes ont bombardé une école dans le Donbass? Il y avait 90 personnes qui étaient réfugiées, il y en a au moins une soixantaine qui a été tuée. C'est un massacre absolu. Est-ce que c'est une bavure? Est-ce que Poutine n'est pas à ça près? Il s'en fiche totalement de savoir quels sont les, j'allais dire, des dommages collatéraux. Le terme est affreux, mais... Je ne suis pas sûre qu'il se préoccupe de ce qui se passe sur le terrain. Ah bon? Non. Ce qu'il veut, c'est qu'on prenne le Donbass, c'est qu'on prenne Mariupol, c'est qu'on prenne Odessa, etc. Qu'on prenne Odessa? Il va vouloir Odessa comme il a voulu Mariupol? Je ne suis pas dans sa tête, je n'en sais rien. Mais il s'était raconté qu'il aurait toute l'Ukraine. Il ne l'a pas. Il doit se consoler, j'imagine, en se disant « j'aurai le Sud ». En tout cas, bon. Jusqu'à Odessa, éventuellement aussi. Éventuellement. Oui, mais tout ça, je dirais, c'est un rêve qui se réfère à d'autres schémas, à un schéma où on peut faire ce qu'on veut chez le voisin, et on s'aperçoit, ils avaient d'abord que le voisin, déjà, n'a pas envie de tout faire, de la collectivisation, de la famine, qu'il n'est pas prêt à se mettre à genoux. Ça a été la première surprise. Il a été épouvantable en 1932. Et la seconde, c'est que précisément, d'ailleurs, ça a été une surprise, affamé délibérément par Staline. Hein. Ça a été une surprise pour tout le monde. Si les Ukrainiens n'avaient pas résisté comme ça, c'était la volonté de détruire les Ukrainiens.
Et ça a tué 4. Les États-Unis leur auraient envoyé quelques millions de personnes. Enfin, il ne faut pas s'y tromper. Et puis, l'arme. Et auraient dit des paroles fâchées, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été maltraités. Ça n'aurait pas été plus loin. C'est parce qu'ils ont résisté que les Américains... Vous savez que Staline a eu une parole qu'on oublie tout à fait. Les Américains se sont dit, quelle chance. Et on y va. Et du coup, puisqu'il a déporté des petits peuples qu'il a accusés d'avoir collaboré, on est revenu à une sorte de guerre froide avec les Allemands. C'est seulement des petits peuples. Bon, exactement. Mais c'est vrai qu'on... Et les petits peuples du Caucase. Mais on est tous, j'allais dire, bluffés, impressionnés. Il a eu cette parole terrible. Il a dit, si j'avais voulu déporter... par la résistance ukrainienne et même la résilience. Punir tous les collaborateurs, c'est tout. On voit que ce matin, j'entendais qu'1 million d'Ukrainiens déjà. Tous les Ukrainiens que j'aurais déportés en Sibérie. Bon, ça rentre dans ce pays en guerre. Vous-même... Ce qui montre bien, si vous voulez, ces sentiments, au fond, à l'égard... Vous êtes surprise? Non, par le nationalisme ukrainien, absolument. Il garde un nationalisme ukrainien qu'il a toujours vu monter, lui, parce qu'il n'aimera pas. Je sais que, quand on connaît l'histoire, il était lucide là-dessus. Et c'est ça que Poutine a... On a vu monter cette nation ukrainienne. Enfin, il ne faut tout de même pas oublier, mais la nation... Et puis, depuis 1900, l'Ukraine a été... Depuis 1992, l'Ukraine est un État... ça n'était pas un État très longtemps, dépendant, où les Ukrainiens ont développé encore leur sentiment national. C'était une nation dispersée entre l'Empire austro-national, c'était normal. Et ce qui est intéressant ce matin, c'est que vous... L'Empire russe, avant l'Empire polono... Vous dites que rien ne se passe comme prévu pour Poutine et pour... Lituaniens, etc. Ça n'est en fait quand ils... Pour les Américains aussi, parce qu'initialement, ils ont dit... 1945, grâce à Staline... Prenez un taxi, on vous envoie un taxi, vous vous rappelez... Oui, grâce à Yalta, qui a eu des discussions... Non, mais les Américains savent beaucoup plus. N'oubliez pas qu'il y a une discussion sordide pour que Staline récupère une diaspora ukrainienne formidable en Ukraine, perd tout ce qu'il pouvait aux États-Unis et au Canada. Oui. Lvov, qui s'appelle Lviv en Ukraine aujourd'hui, la plus grande diaspora politiquement influente. À Yalta, il y a eu des discussions sanglantes là-dessus. Aux États-Unis, c'est la diaspora polonaise. Il disait, il faut le mettre chez moi. Il faut savoir, on l'a vu avec les conseillers des présidents et tout ça, mais voir que le président des États-Unis ne savait même pas où ça se... Les Ukrainiens viennent après et ils se manifestent. Situés, on a été chercher une carte pour lui montrer, pour lui expliquer pourquoi ils ont une vie aux États-Unis. Les Américains connaissent très bien, il fallait mettre Lvov là. Mais ça a été rassemblé, les Ukrainiens. Il est convenu de dire, Hélène Carré-Dancos, par la volonté de Staline d'agrandir l'espace que cette guerre va durer. Alors, elle dure déjà depuis 2 mois. Soviétique. Et Staline, du coup, a donné déjà les Ukrainiens. Un mois et demi, pratiquement. Ça veut dire quoi? Les Ukrainiens avaient, naturellement, ils avaient une... Plusieurs mois, plusieurs années? Alors, écoutez, ça, j'ai une culture, ils avaient une langue, ils avaient... je ne suis pas voyante, mais je crains que ça ne fasse... Si on ne trouve pas une porte de sortie, si on n'aide pas, car au fond, le problème qui se pose, c'est d'aider à mettre fin à ce conflit, ce qu'essaye de faire le président Macron. Et en effet, en essayant de chercher partout s'il y a des portes de sortie, tout simplement parce que qu'est-ce qui va se passer? L'Ukraine, qui est le terrain, une fois encore, le terrain de bataille, simplement, cette fois-ci, elle va en sortir complètement détruite. Ça, on peut, avec un plan Marshall, reconstruire, ça met des années, c'est tragique. Mais les vies humaines, les gens martyrisés, les gens morts, les gamins qui sont morts dans l'école, et bon, ils auront perdu toute leur vie dans tout ça. Ça ne se rattrape pas, par conséquent. On peut espérer que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, ou la lassitude de Poutine, ou ses difficultés, où on trouvera moyen je dirais, d'aider à une négociation qui débouchera sur quelque chose. C'est pas facile, vous savez. Dans l'histoire, on s'aperçoit que les négociations de ce type, ça met beaucoup de temps. Parce qu'il peut y avoir un cessez-le-feu, et on le souhaite pour les Ukrainiens, évidemment. Et après, il faut un accord de paix. Est-ce qu'à votre avis, Poutine pourrait accepter, dans un mois, dans des mois, peut-être dans des années, ce qu'on appelle un statu quo ante, c'est-à-dire de revenir à la situation d'avant le 24 février, avec une occupation du Donbass de l'Est, mais de revenir à ce qu'était l'Ukraine territorialement avant le 24 février. Il a déjà... Il y a le conflit gelé du Donbass qui va rester, parce que c'est une population russophone, même si elle n'est pas à l'aise avec tout ça. Il sera bien obligé d'accepter quelque chose à un moment donné. Vous savez, ça, les conflits se terminent comme ça. La puissante Amérique a quitté
l'Afghanistan, etc. Enfin, on voit très bien comment ça se passe. Il y a un moment, quand on ne peut pas, on doit s'arrêter. Alors s'arrêter, ça n'est pas se retirer. Il faudrait qu'il se retire de Mariupol, de Kherson, qu'il est en train de russifier, d'un certain, peut-être d'Odessa, vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il Écoutez, va ça, prendre moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Il est clair que la paix se fera dans des conditions, je dirais, qui arrangeront les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis, puisque c'est eux qui régleront ça. Probablement le médiateur européen qui aidera, mais à quelles conditions ça se fera, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et ça, ce que Poutine peut accepter ou pas, il est dans une situation difficile, il ne faut pas oublier. Et il y a un moment donné où il se souviendra peut-être qu'il y a eu la chute de l'URSS ou la chute de Vladimir Poutine. Oui. Vous croyez quand même en l'espèce humaine et au fait que Poutine pourrait revenir un temps soit peu à la... Il y a un moment donné, écoutez, c'est le rapport de force. À un moment donné, il n'aura pas le choix. Il faudra négocier. Certainement, vous savez, dans ces cas-là, les puissants s'arrangent pour que les négociations se passent au détriment de tout le monde. Je veux dire qu'il n'y a pas que lui qui payera le prix. Les pauvres Ukrainiens payeront aussi le prix. Et quand le porte-parole du Kremlin affirme il y a quelques jours que les actions conjuguées des États-Unis, de l'Ukraine, du Royaume-Uni, de l'OTAN dans son ensemble ne permettent pas d'achever rapidement l'opération, je cite, c'est une façon aussi en creux de reconnaître que les Russes échouent sur le terrain. Absolument, mais non, mais il ne peut pas raconter qu'il a gagné. Il peut tout juste raconter que les choses se déroulent comme il l'a souhaité. Étant donné qu'il avait annoncé que c'était une opération spéciale, rapide, pour mettre tout simplement à l'ombre un régime, un responsable nazi, personne n'est dupe. Oui. Bon, il reste... Le discours, vous savez, ça, c'est destiné à masquer les réalités. Et en fait, les Russes, héritiers des Soviétiques, sont habitués à ce qu'on leur fasse des discours. Ils les écoutent d'une oreille, et d'une oreille à peu près sourde. En sachant que ça n'est pas la vérité, ni la réalité. Ni la réalité, simplement. À 100%. Ils ne peuvent pas se lever. Non pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont une certaine habitude d'attendre. Ils attendent de voir venir. Mais ils attendent de voir venir. Mais il y a eu du rififi. Il y a quand même eu des mouvements chez les oligarques. D'abord, il y a eu ces empoisonnements ces disparitions un peu spéciales. Il y en a dont on dit qu'ils ont contredit Poutine. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de l'élite russe, d'après ce que vous savez? Il se passe au niveau de l'élite, au sommet. Il y a un incontestable malaise, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, tout le monde a vu à la télévision Vladimir Poutine. Et une fois encore, je reviens sur cette affaire parce qu'on a très mal interprété. On a dit qu'il a humilié son chef des renseignements. Pas du tout. Début, il lui disait « Tu es d'accord, tu es d'accord ». Enfin, Vladimir Poutine le sollicitant de dire « Oui, tu as raison ». C'est la première fois qu'il se heurtait à ça. Il a bien vu qu'il y avait autour de lui un désaccord. Et il était complètement désemparé par ça. Vous avez une lecture totalement différente. On a mais évidemment, il suffisait de lire. Vous pensez que c'est Poutine qui était désarçonné? Mais évidemment. Mais est-ce que vous pensez qu'un chef d'État doit dire à son collaborateur « Tu es d'accord? Dis-moi que tu es d'accord. Dis-moi que tu es d'accord. » Enfin, jamais il ne procède comme ça. Ouais. Il est installé dans son fauteuil et il dit « C'est comme ça, point. » Il avait en face de lui un homme qui représente quelque chose et qui lui disait... Il a fini par dire « Oui, je suis d'accord, d'un air, il fallait voir, d'un air mourant. » Et il est parti. Bon. Non, ça indique véritablement il y a un malaise autour de lui, enfin plus qu'un malaise. Bon, tout ça est... Il faut que ça se décante, enfin, un système bien installé. Oui. Et puis, alors, il y a une chose dont il faut tenir compte. Les Russes ont peur tout de même du désordre. Ils ont eu, à la fin de l'Union soviétique, 10 ans d'un chaos inimaginable. Où ils ne savaient pas comment ils vivraient, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus... Le pays allait à volo. C'est Poutine qui l'a redressé. Ça, il faut bien reconnaître ce qui est. Et ils ont un peu peur des changements chaotiques. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils attendent de voir venir. Voilà, ils attendent de voir venir. Mais les Russes, alors il y a effectivement les oligarques, certains qui s'en vont, certains, il y a une forme de purge quand même un petit peu. Il essaye de préserver il y a de tout. son environnement quand même. Oui, mais ça, les Russes ne vont pas pleurer sur les oligarques. Les oligarques sont des gens qui ont pillé, dont la fortune est tenue au fait qu'ils ont pillé la richesse nationale. Grâce à Poutine. Hein? Grâce à Poutine.
avant lui. Les oligarques, commencé avant. quand il arrive au pouvoir, ils étaient déjà là. C'est non, la richesse nationale a été pillée entre 90 et 2000. Lui, il leur a dit, simplement, il a passé un marché avec eux. Il leur a dit, vous ne faites pas de politique et je ne vous reprends pas ce que vous avez volé. Bon, s'il y avait un pacte. Alors, aujourd'hui, les oligarques, il y a de tout. Il y a des voyous intégraux que le pays méprise. Il y a quelques oligarques qui sont des gens de qualité, qui construisent des écoles, qui font des choses, et qui sont, eux aussi, je dirais, dans cette espèce de ligne protestataire. Non, il faut se dire qu'il y a une élite qui réfléchit. Abramovitch, vous le mettez dans quelle catégorie, Abramovitch, qui vient de vendre le club anglais pour 5 millions? Bon, c'est un oligarque au pire sens du terme. Au pire sens du terme. Tout ça, ce sont, une fois encore, des gens qui ont profité. Ils ont racheté les actions qu'on avait distribuées à la société, à un prix grotesque. Enfin, ils se sont moqués des gens. Et ça explique l'état de chaos et de ruine du pays. Le pays a crevé pendant 10 ans. Et les gens ont crevé. Et les gens en veulent aux oligarques. Alors, on peut les pendre et même tuer leurs enfants, ce qui est épouvantable. Mais il n'y a pas un Russe qui va pleurer dessus. Il va dire qu'ils aillent se faire pendre. Alors vous dites les Russes attendent. Ils voient aussi quand même des enseignes occidentales qui ont fermé. Il y a des magasins fermés avec mais c'est ça qu'ils regrettent. Sur les mannequins, etc. Ça, ils le voient. Ils disent aussi, c'est temporaire, ça va revenir. Ils espèrent. Ils espèrent. Ils se disent que... Ils n'oublient pas une chose, c'est que le régime soviétique est tombé. Le monde entier était convaincu que ça durerait éternellement. Ne l'oubliez pas. Nous aussi, on le croyait. On ne pensait pas que ça tomberait comme ça. Un beau jour, il est tombé. Et une fois encore, en Russie, les choses ne se passent pas par en bas. C'est pas c'est pas dans les manifestations qu'on finit par faire tomber un système. Ouais. C'est au sommet du système que se perd le nettoyage au moment où c'est opportun. Et pour l'instant, il n'est pas venu ce moment. Ça tient. Ça tient, mais n'oubliez pas, quand Gorbatchev est arrivé, qui imaginait qu'il allait détricoter tout le système, Donc, et Gorbatchev est arrivé d'une façon presque miraculeuse. Et il y a tout de même des gens dans ce système, au sommet du système, des gens de grande qualité, qui attendent leur heure. Qui attendent leur heure quand le fruit sera mûr et qu'il tombera. C'est-à-dire Poutine, mais on n'en sait rien. Une fois encore, je ne lis pas dans le marque de café. Mais il est inéluctable que ça se passe. Quand Poutine s'est lancé dans cette aventure, qui était totalement démente, parce qu'une fois encore, il avait tout. Et il a tout sacrifié à une espèce au fond, d'hostilité aux Ukrainiens et de mépris des Ukrainiens. Quand il dit c'est pas une nation, c'est vraiment extravagant. Vous avez dit tout à l'heure, ça se réglera entre la Russie et les États-Unis avec une médiation européenne. Nous sommes relégués à un poids relatif, alors qu'on assiste à un retour d'un affrontement russo-états-unien. Oui, et sur le terrain, si vous voulez, ça redessine le monde sur le terrain européen. Le champ de bataille, c'est l'Europe. Mais tout de même, le maître des horloges, c'est le président des États-Unis aujourd'hui. Heureusement, je dirais qu'il y a tout de même une réaction européenne. Et on voit très bien dans l'attitude du président Macron, qui est acharné à vouloir parler, à ne pas courir. Par exemple, il ne se précipite pas à Kiev alors que c'est la dernière mode. Mais s'il ne s'y précipite pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de voyager, c'est tout simplement parce qu'il pense qu'il faut y aller au moment opportun. C'est-à-dire qu'on voit très bien que son désir, c'est que l'Europe, qu'il incarne aujourd'hui jusqu'au 1er juillet, c'est que l'Europe joue un rôle. On y reviendra sur l'Europe à une autre occasion, mais un mot quand même du G7 hier qui décide l'embargo sur le pétrole. Alors justement, l'Europe est divisée, l'Hongrie n'a pas envie, donc pour l'instant c'est un peu bloqué. Mais quand même, il y a cette décision. Est-ce que ça pourrait être décisif comme bascule? Écoutez, vous avez vu que le rouble est remonté d'une façon spectaculaire après être descendu, que l'économie russe ne se porte pas si mal que ça. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un aimable commerce triangulaire. On achète du gaz, on achète du pétrole à d'autres. Et puis, ça se fait d'une façon décente. Et en même temps, on ne l'achète pas aux Russes et on ne paye pas en roubles. Donc, il ne faut pas être naïf non plus. Les affaires continuent, business as usual. Ça, c'est tout à fait clair. Et tout le monde fait du business. Oui, mais est-ce que l'embargo serait quand même un peu plus efficace
pour peser sur l'économie On russe. peut en douter tout à fait. Vous en doutez tout à fait. Moi, je suis convaincu on continuera à acheter du pétrole à d'autres. Donc pas à on la amuse la Russie, galerie, pardon. mais d'autres qui achèteront à la Russie. Donc on amuse la galerie. On fait semblant Non, de... on n'amuse pas la galerie, on essaye de faire des choses, mais c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. La réalité est plus... En réalité, c'est compliquée. tout de même... La réalité, c'est qu'il y a une guerre sur le terrain et qu'il faut penser, je dirais, à ce que l'Ukraine ne disparaisse pas complètement dans ce désastre. Et sinon, sous un angle plus géopolitique, c'est le retour de la guerre froide, et pour longtemps, ou pas? C'est un autre type de guerre froide. Alors, ce qui est embêtant, parce que du temps de la guerre froide, il y avait des règles. Je dirais des règles implicites, mais on connaissait les règles du jeu. On l'a très bien vu dans la crise de Cuba, où in extremis, on a réussi à sauver les meubles. Aujourd'hui, on ne connaît pas très bien les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on les invente en cours de route. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui est embêtant. C'est une fausse guerre, c'est une apparence de guerre froide, ça reproduit la guerre froide, mais ce n'est pas la guerre froide parce qu'on ne connaît pas du tout encore les principes sur lesquels ça repose, les textes, je dirais les textes sur les limitations des armements n'existent plus, tout ça. Tous les efforts qui avaient été accomplis n'existent plus. Et il faut faire très attention parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un Kissinger dans la circulation pour aider le président américain. Il y avait de tous les côtés des hommes d'État qui connaissaient le système. Et là, ce sont un peu des novices, sauf, je dirais, le président Biden, il a une particularité, c'est qu'il vient de l'époque de la guerre froide. On peut espérer qu'il raisonne en termes de guerre froide. Dernière question, elle est un peu vaste et elle est un peu effrayante, mais Poutine pourrait encore éventuellement manier la menace du nucléaire tout à l'heure. Et il va faire défiler un Ilyushin, vous savez, cet avion... Ben oui, mais ça, nous sommes dans le schéma de guerre froide. Ouais. On se faisait peur. Ouais. Mais, une fois encore, l'embêtant, il vaut mieux d'ailleurs ne pas trop jouer avec, l'embêtant, c'est que les règles ne sont pas absolument connues de tout le monde. Donc c'est une confrontation très incertaine et potentiellement dangereuse pour le monde. Je pense que tout de même, on connaît la limite de des possibilités de cette confrontation. En tout cas, je l'espère, parce que, étant donné que s'il y avait une vraie confrontation, une fois encore, ça ne serait plus seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe qui serait le champ de bataille. Je crois que ni vous ni moi, nous souhaitons particulièrement, pour ceux qui nous entourent, voir se reproduire Hiroshima en Europe. En tout cas, nous, on aura, j'espère, encore le plaisir de vous recevoir en matinale, Hélène Carrère-Dancos. C'est passionnant. C'est compliqué. Vous nous introduisez dans la complexité, on l'avait compris, mais encore plus. Il faut se référer à l'histoire. Si on ne se réfère pas à l'histoire, on ne comprend pas. Merci de nous avoir éclairé ce matin. Hélène Carrère-Dancos, je vous rappelle votre dernier livre, Alexandra Kontagh, chez Fayard. Merci beaucoup. Marie-Hélène Emeline.